La semaine dernière, le diocèse de Lyon s'est dit atterré par l'affaire du père Louis Ribes, alors que la parole des victimes, elle, se libère. Arthur Blais, vous suivez cette affaire pour BFM Lyon. Vous vous êtes procuré des documents qui prouvent que le cardinal Barbarin était bien au courant des agissements de ce prêtre. Oui, la semaine dernière, le diocèse de Lyon affirmait que jusqu'en juillet 2021, aucun agissement du père Louis Ribes n'a été signalé. Et pourtant, nous sommes donc en mesure d'affirmer ce soir que le cardinal Barbarin était au courant depuis 2017. Nous avons échangé avec Jean-Pierre, un rhodanien de 48 ans, victime présumée pendant 2 ans du père Ribes, des agressions qui ont lieu au séminaire des aînés de Vienne. En 2017 donc, Jean-Pierre, qui était alors dans un processus de confirmation, envoie une lettre à l'archevêque de Lyon. Il s'y confie notamment sur les agressions dont il aurait été victime. Nous nous sommes procuré la lettre de réponse du cardinal Barbarin, rédigée et signée à la main par l'archevêque de Lyon. Et voilà ce qu'il dit. Je vois bien, en lisant votre lettre, qu'il y a eu un problème grave qui, comme vous l'écrivez, a mis un point final à cette époque à votre relation avec l'Église. Bien sûr, je suis à votre disposition pour en parler avec vous. Le cardinal Barbarin qui ouvre donc sa porte à cette victime, mais qui ne fait rien. Le dossier du père Ribes reste donc vide pour le diocèse de Lyon. Alors pourquoi le cardinal Barbarin n'a pas prévenu la justice ? Pourquoi n'a-t-il pas rempli le dossier du père Ribes ? Pourquoi n'a-t-il pas ouvert une enquête interne ? Des questions qui restent sans réponse et qui interrogent, d'autant plus qu'à ce moment-là, en avril 2017, le cardinal Barbarin est en pleine tourmente. Il est au cœur de l'affaire Prénat, affaire dans laquelle les victimes lui reprochent justement de ne pas avoir prévenu la justice. Merci Arthur pour ces précisions donc concernant cette nouvelle affaire de pédophilie qui touche le diocèse de Lyon. Dans l'actualité de ce lundi également, la mise en place du pass vaccinal. Depuis ce matin, il vous sera demandé pour vos déplacements longue distance, pour aller au restaurant, dans les lieux de culture ou encore dans les salles de sport. La fréquentation justement dans ces établissements est en baisse avec la crise sanitaire. Exemple dans une salle lyonnaise avec Lauriane Pellaou. Ici, on a anticipé la mise en place du pass vaccinal. Depuis une semaine, tous les sportifs sont contrôlés et leur QR code est inscrit sur leur carte d'adhérent pour faciliter l'entrée. Alors ici, la grande majorité d'entre eux sont vaccinés. Il ne devrait donc pas y avoir d'impact sur le nombre d'abonnements. En revanche, les restrictions en vigueur depuis le début de la crise sanitaire ont fait chuter le chiffre d'affaires des salles de sport. Mais le personnel a tout fait pour sortir la tête de l'eau. Écoutez. Le fait que les salles ont été fermées pendant 11 mois, on a gelé tous les prélèvements de façon à ce que les adhérents ne payent pas leur adhésion sans pouvoir profiter de l'accès à la salle. Et c'est ce qui nous a permis de garder une certaine confiance avec eux. Si on parle de la rentrée de janvier, c'est vrai que ça a été un peu plus calme que les autres années sur la reprise de l'activité. Mais à partir du moment où là, on est sur la fin du mois de janvier, on est en train d'équilibrer par rapport aux chiffres qu'on avait il y a 2 ans en tout cas. Malgré les difficultés, le personnel entrevoit le bout du tunnel. Il reste optimiste face aux annonces de Jean Castex qui supprime peu à peu les restrictions. Et en parallèle, pour convaincre les Lyonnais de se remettre au sport, il y a même eu des portes ouvertes dans certains établissements ce week-end et les résultats seraient plutôt encourageants. C'est devenu comme un jeu pour les jeunes lyonnais. Depuis quelque temps, certains collégiens n'ont qu'une idée en tête, se contaminer entre eux au Covid pour ne plus aller à l'école. Ils oublient donc les gestes barrières, organisent des soirées dites Covid. Reportage de Mélanie Ferreira et Damien Charton. Se contaminer à tout prix. Dans certaines cours de récré, cela semble être devenu un jeu, comme nous le racontent ces collégiens lyonnais. C'était vendredi. En fait, il y a quelqu'un dans mon collège qui m'a toussé dessus parce que ça l'amusait. Et en fait, il s'avérait qu'il a le Covid, au fait. Du coup, voilà, je vais peut-être faire un test. Il y a des personnes qui veulent avoir le Covid pour pouvoir ne pas aller au collège, au lycée, etc. Quand quelqu'un a le Covid, il demande qu'on le mette cas contact ou des choses comme ça. Le phénomène a même gagné les réseaux sociaux où certains élèves cherchent un moyen de se tester positif. Il y a des gens qui essayent de faire, qui achètent des autotests et qui mettent des sortes de mélanges pour que le test soit positif alors qu'ils l'ont pas mis dans leur nez. Ça existe sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de gens qui font des vidéos sur comment faire un faux test positif. Et face à ces témoignages, cette parent d'élèves se dit surprise. C'est vrai que j'en avais pas plus parlé avec eux et je pensais pas que c'était aussi répandu et dans les écoles et même en primaire, quoi, que
Les gens cherchaient plutôt à éviter d'être cas contact ou positifs même. Des pratiques minoritaires qui n'en restent pas moins dangereuses. Même si les cas graves de Covid-19 sont très rares chez les adolescents, le risque d'attraper une forme sévère existe. C'est un espoir pour les 8% de la population française atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie qui touche les plus de 50 ans et qui leur fait perdre progressivement la vue. Une puce bionique permettrait de retrouver la vision. À Lyon, la première patiente a été opérée il y a 3 mois maintenant et vous allez le voir, les résultats sont plutôt encourageants. Lucie Young et Clémence Delarbre. C'est une opération hors du commun pour Martine. Atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge depuis 20 ans, elle était progressivement devenue aveugle de son œil gauche. Alors il y a 3 mois, une puce a été installée sous sa rétine. Et le but de l'opération, c'est d'arriver par ici à 4-5 mm de la macula à ouvrir la rétine pour décoller la rétine, faire un espace pour glisser la puce sous la macula et puis après recoller la rétine. Et cette puce, la voici dans l'œil de Martine. Une opération certes expérimentale, mais que la septuagénaire attendait avec impatience. J'ai pas hésité. J'aurais même été très déçue de ne pas être prise. Pour les courses, il faut que je sois accompagnée. Quand je veux m'acheter des toilettes, c'est pas mon mari qui va venir dans les magasins d'habits. Je dois aller avec les copines, je vois pas les tailles, je vois pas les prix. Tout ça, c'est des choses que si la visibilité de mon œil gauche revient, des choses que je pourrais faire. Après 3 mois, des lunettes spéciales et des séances de rééducation, Martine arrive de nouveau à discerner les formes et certaines couleurs. Alors pour le professeur Kodjikian qui l'a opéré, cette technique est prometteuse. Une opération qu'on n'est pas habitué à faire. Donc ça complexifie le geste chirurgical qui est déjà à la base un peu compliqué, c'est certain. Et beaucoup de technologie, un concentré de technologie sur une puce qui fait 2 mm sur 2 mm. On ne le verra pas comme un œil normal évidemment, mais on attend vraiment de bonnes performances visuelles. En tout, 38 personnes vont participer à cette étude clinique partout dans le monde. Les résultats définitifs ne seront connus que d'ici 2 ans. En attendant, Martine continue ses exercices pour retrouver l'usage de son œil et pouvoir un jour, elle l'espère, lire de nouveau. Pour la 2e fois après 2019, l'université Lyon 2 a décidé de proposer un budget participatif étudiant, une enveloppe de 30 000 € pour financer les projets défendus par les étudiants lyonnais. Ils sont au nombre de 8 sélectionnés, brocante culturelle, création d'une fresque au vestiaire tennis à Porte des Alpes, ciné plein air, photomaton, plus de micro-ondes, plus d'arbres fruitiers. Mais la plus grosse part de ce budget, plus de 15 000 €, sera consacrée à l'hygiène intime, avec des distributions gratuite de culottes menstruelles et l'élargissement de l'offre de protection menstruelle et de contraception. Écoutez Alice Dreillard, membre du syndicat solidaire étudiante, elle est au micro de Louis Léger. On sait qu'il y a 20% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et dépenser 10 € par mois en protection hygiénique, ça représente un budget. Donc entre manger et acheter ça, le choix est souvent fait pour les étudiantes. Et ça peut mener à du décrochage scolaire notamment. Ça coûte cher également la contraception, les préservatifs, tout ça. En 2020, il y a eu une chute de 30% des dépistages pour les IST. Et voilà, ça correspond vraiment à un besoin, que c'est des produits de première nécessité auxquels beaucoup d'étudiants n'ont pas accès parce qu'ils ne peuvent pas se l'offrir tout simplement. Donc c'est important en fait que ça soit mis à disposition sur les lieux d'études. Après Lyon-Bordeaux, la société coopérative Railcoop annonce également des lignes pour mieux relier la Lorraine au sud-est. Une entre Thionville et Saint-Étienne, une autre entre Thionville et Grenoble. Ces 2 lignes passeront par Lyon-Pardieu. Une bonne nouvelle pour les usagers puisque la ligne TGV entre la Lorraine et Lyon est en suspens. Ces 2 lignes pourraient être en service entre 2023 et 2024. En ce qui concerne la ligne entre Lyon et Bordeaux, elle sera lancée, elle, le 11 décembre prochain. Quand l'Église catholique rencontre le monde du football, ça donne cette image. Regardez, Monseigneur Gobillard, l'évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, a remis le maillot officiel du Vatican, signé par le pape François lui-même, à Lionel Messi. C'était hier à Paris. La star du PSG, d'origine argentine, comme le pape, lui avait offert un maillot du PSG en octobre dernier.